Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Peace and Law. Aujourd'hui, j'avais envie de partager un thème de réflexion qui est celui de la relation de l'entreprise à l'environnement, ou plutôt comment repenser la relation de l'entreprise à l'environnement. Alors pour démarrer, quelques mots d'un contexte historique. Dans les années 70, il y a des rapports fondamentaux, le rapport Meadows ou encore l'ouvrage de Rachel Carson, Le printemps silencieux, qui ont permis de prendre conscience de l'impact des activités humaines et notamment des entreprises sur l'environnement. Donc ces rapports étaient figurateurs d'un espoir et d'une meilleure préservation de l'environnement et mettaient en lumière des concepts aujourd'hui d'actualité comme celui de la résilience. Pour autant, avec les crises pétrolières, finalement, cet engouement a été stoppé net et on a plus vu la problématique de protection de l'environnement comme une problématique liée à la protection et à la réparation des pollutions causées par certaines activités humaines. Particulièrement, c'est la période des grands naufrages, des pollutions maritimes, avec par exemple l'affaire de la Moco Cadiz. Donc là, il s'est agi de gérer le risque lié à la pollution et de le réparer avec tout un mécanisme assurantiel qui a permis aux entreprises, plutôt perçues comme des pollueurs, de faire face à ces sinistres. À partir de là, le droit de l'environnement a commencé à se construire. Il faut souligner que la France a été vraiment pionnière puisque la législation française, dès les années 70, crée donc un corpus de textes d'ordre public avec une véritable police de l'environnement. Donc il s'agit de protéger l'environnement et de sanctionner ces atteintes avec un État qui est le gendarme de l'environnement. Petit à petit, l'Europe se crée et on voit apparaître tout un ensemble de normes très spécifiques, très sectorielles, qui vont protéger les ressources les unes après les autres, si je puis dire, donc l'eau, l'air, en standardisant et en harmonisant les règles sur l'ensemble du territoire européen. Vers les années 90, le concept de développement durable émerge et on voit apparaître l'idée qu'il va falloir concilier la croissance économique sans envisager de décroissance avec la préservation du droit des générations futures autour de trois piliers qui sont la protection de l'environnement, la dimension sociale et plus de justice économique dans les rapports entre les acteurs économiques et notamment entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et c'est un droit qui est un droit qu'on qualifie de mou parce que beaucoup moins contraignant, beaucoup plus incitatif, qui se met en place, un droit international sous l'égide des Nations Unies qui commence à se développer pour arriver à un droit de la RSE dont je reparlerai. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre en fait la vision sur laquelle se fonde ce droit de l'environnement et de réfléchir à, d'une certaine manière, sa légitimité. L'environnement en droit aujourd'hui est conçu comme une chose. L'article 110-1 du Code de l'environnement définit l'environnement effectivement comme un bien commun, ce qui signifie que l'environnement n'est pas un sujet de droit, titulaire de droits et d'obligations comme les êtres humains, les personnes physiques et aussi les groupements, les sociétés. L'environnement est un objet de droit et cela part d'une vision anthropocentrée, ce qui finalement le limite et limite sa protection. Sans doute que les choses évolueront et on peut regarder du côté de certains pays comme la Nouvelle-Zélande où récemment un fleuve a été qualifié de sujet vivant et s'est vu doté de la personnalité juridique, ce qui va lui permettre d'être défendu et représenté en justice et de protéger finalement ses usages et toutes les atteintes qui peuvent être portées à son endroit. Aujourd'hui, si l'on observe des initiatives en France, dans la Loire ou en Corse, on se rend compte qu'il y a des réflexions pour aller dans ce sens-là et faire de certains éléments de l'environnement, dont notamment des rivières, des véritables sujets de droit dotés d'une personnalité juridique qui vont pouvoir faire entendre leur voix face aux autres parties prenantes et particulièrement l'entreprise ou d'autres acteurs
les communes qui peuvent interagir avec l'utilisation de cette ressource. La question va se poser aussi de manière de plus en plus prégnante de la représentation des intérêts de l'environnement. Aujourd'hui en France, cette représentation est confiée aux agents de l'État, à l'Office de la biodiversité par exemple, ou dans une certaine mesure aux associations de protection de l'environnement. Mais finalement, c'est une vision fragmentée de la représentation des intérêts de l'environnement qui a ses limites parce que les intérêts peuvent être divergents et ce n'est pas la nature finalement qui devient sujet de droit autonome et qui parle de sa voix pleine et entière. Cela m'amène à poser la question de la position de l'entreprise face à ces sujets. Et finalement, le choix qui advient à l'entreprise aujourd'hui, c'est de savoir si elle entend, dans ses interactions avec la nature et l'environnement, qu'un tiers intervienne, ou si elle souhaite envisager un dialogue direct avec la nature et avec la prise en compte de ses intérêts. Alors ce tiers, qui peut-il être? Il y a aussi une question qui se pose. Attend-on que le juge, le représentant de l'État, par son glaive, tranche pour la protection de l'environnement, ou l'entreprise décide-t-elle d'être proactive dans ce dialogue et de créer des espaces de concertation, voire de médiation ad hoc, lui permettant, elle aussi, d'interagir et d'innover dans la protection de l'environnement. Alors on le voit, le mouvement qui se dessine aujourd'hui est plutôt orienté vers le recours au juge. Typiquement, c'est notre affaire à tous, c'est la justice climatique où pour la première fois en 2021, le tribunal administratif de Paris, suivi après par le Conseil d'État, a sanctionné l'État français pour être responsable en partie de la crise climatique en ne respectant pas les accords de Paris. Ça, c'est le combat que mettent en mouvement certaines ONG qui veulent lutter contre une impunité dans ce domaine et qui ont besoin du recours au juge et de ces décisions de justice pour faire avancer leur cause. Il existe cependant une autre façon de faire, beaucoup moins attentiste pour les entreprises, qui est celle de la médiation et de la concertation, c'est-à-dire construire de manière sécurisée, confidentielle, et le juge peut aussi désigner des médiateurs qui peuvent avoir ces missions-là, des espaces de discussion où la prise en compte de la problématique environnementale, la prise en compte de la biodiversité soit au cœur des sujets et des discussions avec les parties prenantes sur des projets d'aménagement, autoroutes ou autres programmes d'urbanisme ou encore implantation d'industries chimiques où on a d'autres exemples notamment dans notre région où cette concertation va pouvoir permettre d'amender le projet pour mieux préserver l'environnement. L'avantage c'est pour l'entreprise, bien sûr, ne pas avoir d'emblée une suspicion de destructeurs et de pollueurs rigides quelque part de l'environnement, donc de se protéger d'un bashing, et puis de ne pas attendre le délai de la décision de justice, mais de pouvoir maîtriser un agenda qui va permettre de concilier les enjeux économiques et les enjeux aussi à court terme de la protection de l'environnement parce que ça peut être aussi permettre de travailler à une compensation écologique et avoir des résultats concrets et vérifiés en concertation et sous le contrôle des parties prenantes. Donc ça, c'est une question de responsabilisation de l'entreprise, d'autodétermination plutôt que d'attendre le recours au juge. Alors, les voies peuvent être complémentaires, elles ne se posent pas systématiquement, mais il faut penser à les articuler. Et c'est aussi une façon d'innover, et c'est cette idée, finalement, de renforcer la robustesse des interactions de l'entreprise face à l'environnement et la robustesse du vivant. On n'attend pas la crise pour s'en remettre, ça c'est le concept de résilience, on prévient et on renforce la situation et la protection et les intérêts de l'entreprise comme ceux de l'environnement. Enfin, dernière réflexion par rapport à ce sujet de la relation de l'entreprise face à l'environnement.
Dans cette idée finalement d'innovation et de robustesse de la protection mise en place, la question qui se pose est celle de la séparation entre l'environnement et la santé. Et vraiment, il y a une question de fond. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'environnement sans parler de santé ? Là encore, les organisations internationales et l'ONU nous disent qu'il faut nécessairement associer l'environnement à la santé autour d'un concept qui a émergé, qui est celui de santé environnementale, One Health, c'est-à-dire c'est une santé globale, et c'est une approche là aussi holistique des problématiques, particulièrement emblématique avec la crise Covid. On voit bien l'interaction entre toutes les espèces vivantes et combien nous, êtres humains, sommes exposés finalement à la dégradation de l'environnement et combien nous sommes le maillon d'une même chaîne. Donc cette santé environnementale, elle est particulièrement évidente quand on analyse les conséquences de l'exposition aux risques chimiques. Là aussi, il y a des enjeux fondamentaux, des enjeux légaux, des enjeux démocratiques. Il faut savoir que le risque chimique, il a été abordé au travers de l'exposition aux risques nucléaires. Ce qu'on nous disait à l'époque, et à l'époque des premiers textes de protection des travailleurs sur l'exposition aux risques nucléaires, c'était que le risque devait être évalué en fonction de la dose journalière acceptable. En d'autres termes, et pour faire simple, on peut exposer un risque chimique, mais à petite dose, et ça c'est acceptable. Aujourd'hui, ce paradigme scientifique, qui n'a pas fait l'objet d'un débat démocratique, ne tient plus, puisque avec l'exposition notamment aux pesticides, et je rappelle le cas très récent du décès d'une petite fille dont la maman était fleuriste et a été exposée pendant sa grossesse aux produits pesticides, et sa petite fille a contracté une grave leucémie. Donc ce risque, il est finalement pour le travailleur, mais il est aussi pour les générations futures et directement pour les enfants et in utero finalement. Donc ce que les scientifiques ont mis à jour, c'est l'effet cocktail, c'est-à-dire l'interaction entre ces molécules chimiques, la majoration du risque, et notamment pour des populations vulnérables et sensibles comme les femmes enceintes, mais pas que. Donc aujourd'hui, penser environnement, penser sa relation à l'environnement pour l'entreprise, c'est penser aussi comment ces activités impactent la santé directe de ses utilisateurs, la santé directe de ses consommateurs et aussi l'environnement, puisque les résidus de produits chimiques, eh bien, il faut savoir qu'ils sont évacués par nos eaux et que finalement, voilà, ils interagissent dans l'écosystème. Donc c'est une piste plus que sérieuse dont il faut s'emparer et des solutions existent et le droit peut être un levier pour mettre en œuvre ces solutions, mais ça sera dans le prochain épisode. Donc merci de rester connecté parce que les solutions sont à venir dans les prochains numéros. J'aurai plein de choses à partager avec vous, d'expériences, de partage avec d'autres entrepreneurs tout prochainement. Et si vous aimez, n'hésitez pas à liker, c'est important, à partager, à diffuser parce que c'est véritablement une nouvelle culture qui se joue, une appropriation de nouveaux outils pour l'entreprise et une véritable culture de la coopération au service du vivant.